Vous avez une Russie qui est unie derrière son peuple, qui est unie, derrière son chef, puisque je crois que la popularité du président Poutine n'est jamais descendue en dessous de 60%, comme l'indiquait le centre de sondage et le centre d'influence. Aujourd'hui, Pierre de Gaulle, conseiller financier, mais avant tout, petit-fils du général de Gaulle. Pierre de Gaulle, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à Volgograd et sous nos fenêtres se déroulent en ce moment les répétitions du jour de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie. Qu'est-ce que représente cet événement historique pour vous que la fin de la Seconde Guerre mondiale? Alors je voudrais d'abord saluer tous les habitants de Volgograd et de la région et leur souhaiter mes meilleurs vœux pour la célébration de la fin de la guerre et de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie. C'est une victoire que nous célébrons ensemble, puisque la France est assise à la table des vainqueurs avec la Russie soviétique, de par le courage, l'énergie, l'esprit de résistance, évidemment, de mon grand-père, et l'action qu'il a imprimée à travers la volonté de créer le régiment de Normandie-Niemen dès la fin de 1942. Régiment glorieux, puisque c'est le régiment le plus titré de France et un des régiments les plus titrés de la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis d'œuvrer pour la reconnaissance de la France libre par Staline. C'était donc un acte politique très fort et déjà un acte de s'affranchir de la tutelle anglo-saxonne. Très vite, mon grand-père avait compris l'intérêt stratégique de s'allier à la Russie. Il avait aussi compris que la victoire de Stalingrad, qui est une victoire terrible en fait, puisqu'il y a eu près de 2 millions de tués sur un front de 100 km, bataille formidable, mais qui était le premier pas vers la victoire finale. Et il avait compris que la bataille de Stalingrad entraînait nécessairement la défaite de l'Allemagne nazie. Dans le conflit actuel qui oppose la Russie et l'Ukraine, et au-delà de l'Ukraine, tout le bloc occidental, la France et la Russie se font aujourd'hui face, se retrouvent dans des camps qui s'opposent. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ce que je voudrais souligner, c'est qu'ici à Stalingrad, on comprend vraiment l'engagement patriotique, la détermination du peuple russe. Elle s'est exprimée pendant cette bataille formidable. Mais surtout, vous avez une Russie qui est unie derrière son peuple, qui est unie, derrière son chef, puisque je crois que la popularité du président Poutine n'est jamais descendue en dessous de 60%, comme l'indiquait le centre de sondage et le centre d'influence Levada. Vous avez donc une Russie qui est rassemblée, qui est unie. Je pense que pour résoudre le conflit actuel, il faut bien comprendre ce patriotisme, cet esprit de résistance russe. Et je crois que pour s'asseoir à la table des négociations, c'est une grave erreur de dénigrer systématiquement tout ce qui est russe, de dénigrer systématiquement tout ce qui est la culture russe. Il faut repenser quelles sont les origines et les causes de ce conflit qui a été orchestré et voulu depuis longtemps par les États-Unis à travers l'OTAN pour éviter que la France et notamment l'Europe puissent s'allier à la Russie parce que ça constituerait un bloc extrêmement solide stratégiquement, financièrement et politiquement et ça aurait permis aussi de renforcer l'euro en tant que monnaie de règlement alternative et monnaie, je dirais, importante de règlement international. C'est donc pour permettre à la France de s'asseoir à la table des négociations, je crois qu'il faut que la France repense complètement son attitude, cesse ce dénigrement systématique, ou en tout cas de s'associer au dénigrement systématique de l'Occident contre la Russie, accepte de s'asseoir à la table des négociations, en reconnaissant les positions de la Russie, en établissant les bases d'un dialogue, je dirais, raisonnable, objectif, et sans mépris et sans volonté de dénigrer systématiquement la partie adverse. Je crois que le président Macron a, peut-être malgré lui, ouvert la voie lors de son voyage en Chine, en disant qu'il ne fallait pas être suiveur des Américains. Et je pense que pour rétablir, je dirais, de bonnes bases pour une négociation, il faut que la France puisse se démarquer et retrouver une voie indépendante, souveraine, une voie libre, qui est celle qu'avait ouvert mon grand-père.
Mais justement, est-ce que la France veut-elle ou même peut-elle avoir ce rôle de médiateur aujourd'hui dans le contexte politique européen actuel? La France reste une grande puissance. C'est la première puissance nucléaire en Europe. Elle a un long héritage de victoires, de traditions, d'influence. L'Empire français était le deuxième empire derrière l'Empire britannique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De par les zones d'économie exclusive maritime, ça reste également un grand empire. Je crois que c'est le premier territoire au monde. Et la France peut encore user de son influence. Elle est d'une importance particulière, même encore aujourd'hui, pour la Russie. Il y a une relation très spéciale entre la Russie et la France. La France reste considérée, malgré les choix politiques que je déplore de la part de nos dirigeants, elle compte sur l'échiquier international. Il lui appartient de se démarquer de l'influence américaine. Je souhaiterais, pour ma part, que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Elle en a les moyens, c'est l'acte politique fort que mon grand-père avait entrepris en 1966, de se démarquer des blocs Est-Ouest, justement, qui sont réducteurs. Je ne pense pas que ce soit une bonne garantie dans l'équilibre géopolitique mondial de réduire le monde à deux blocs qui s'opposent. Et je crois que la France a toute sa voix. Mais pour ça, il faut des actes courageux. Il faut se démarquer, comme le chemin a été ouvert lors de la visite du président Macron en Chine. Je crois que la France a les moyens de le faire. On a beaucoup parlé de la dépendance française, notamment vis-à-vis des marchés financiers. Il est vrai que la France a un endettement fort. Ça la rend plus dépendante, mais je pense que la France a aussi toutes les ressources, à la fois politiques, en savoir, industriels et diplomatiques, pour pouvoir s'exprimer de façon forte et indépendante et jouer son rôle plein, son rôle fort sur l'échiquier mondial. Mon grand-père avait ouvert la voie avec un sens de l'histoire, une vision que personne ne conteste. Et je crois qu'il faut continuer absolument dans cette voie, surtout dans le conflit actuel. Justement, pour avoir une voix au chapitre, cela signifie qu'il faut avoir une certaine souveraineté. Est-ce que la France a toujours une souveraineté avec l'Union européenne, dans le cadre de l'Union européenne, par exemple? La France peut retrouver sa souveraineté, justement, si elle l'exprime. Il faut des actes politiques forts et il faut du courage. Il est vrai que si on se commet à une politique décidée par des gens qui ne sont que nommés et qui ne sont pas élus au sein de la Commission européenne et qui pondent des directives qui doivent s'appliquer sous peine de pénalité dans les États membres et que malheureusement on se retrouve dilué sans aucun avantage, je dirais, de négociation ni stratégique, effectivement la France resterait dans ces cas-là un pays parmi d'autres dans l'Europe, même si c'est un pays important. Donc je crois qu'il faut avoir une volonté politique de se démarquer. Les prises de position récentes, notamment de l'Allemagne et de la Pologne, dans le cadre du vote de certaines directives européennes, ont bien montré que les États pouvaient s'exprimer de façon libre et indépendante, au-delà de ce qui est décidé au niveau de la Commission. Les programmes de relance, notamment économiques vis-à-vis du Covid, ont tous été décidés individuellement et sans concertation. C'est à mon avis la manière qu'il faut suivre pour s'exprimer de façon claire et de façon libre et permettre à la France de retrouver son rôle. Vous avez évoqué rapidement la vision positive que la Russie a toujours de la France, et ce, malgré les événements. D'ailleurs, votre grand-père soulignait l'importance d'entretenir de bonnes relations, donc à l'époque, entre la France et l'URSS. Est-ce que ce message est-il toujours d'actualité? Mon grand-père parlait toujours de la Russie. C'est vrai. Il parlait de la Russie éternelle et jamais de l'URSS. Et il pensait qu'au-delà des idéologies, au-delà des régimes, seule comptait la capacité des pays à rester grands avec la patine des siècles. Au-delà des mésententes qui sont malheureusement voulues, organisées par le gouvernement actuel, je crois qu'il existe une relation toute particulière entre la France et la Russie. Il y a un énorme capital de sympathie, un énorme capital culturel, historique, diplomatique entre nos deux pays. Et ce n'est pas des erreurs regrettables qui viendront, à mon sens, détruire ces siècles
de relations et ces décennies de diplomatie entre nos deux pays. Et en venant ici, je sens que le capital de sympathie perdure. Il est vrai que mon grand-père a beaucoup œuvré pour que cette sympathie se consolide, d'abord en dialogue, ensuite en entente et puis ensuite en coopération avec la Russie. Ce capital subsiste et au-delà de ma personne, au-delà de ce que ma famille représente, il y a toujours un véritable capital d'écoute, de possibilités et d'entente avec la France. Je le sens auprès de toutes les personnes qui viennent me voir et qui s'adressent à moi. Et j'y crois fondamentalement. Et c'est sur cette base que l'on doit se reposer pour rétablir un vrai dialogue et pour faire en sorte que la France puisse s'asseoir à la table des négociations pour la paix avec l'Ukraine qui ne manquera pas d'intervenir. Vous parlez de capital sympathie qui existe en Russie, il est réel envers la France, mais que dire de l'autre côté? Puisqu'on a l'impression que côté français, c'est plutôt une russophobie qui s'installe depuis ces derniers 18 mois. Alors cette russophobie est largement entretenue et manipulée. Je ne crois pas qu'elle trouve une résonance durable au sein du peuple français. Le peuple français se rend compte véritablement qu'il est manipulé. Alors comment? Par quels moyens? Il y a un grand discrédit de la classe politique en France. Je pense que les événements récents vis-à-vis de la réforme des retraites et des Gilets jaunes l'ont largement montré. Les sondages récents aussi l'ont montré. Et il y a également un grand discrédit vis-à-vis des médias françaises en général, qui appartiennent pour 6 groupes sur 7 à des grands conglomérats industriels et financiers. Et on voit à quel point le discours est quand même formaté. Il y a heureusement les réseaux sociaux où l'information circule. La vraie information, et je crois que l'opinion publique se rend compte que ce conflit n'est pas n'est pas le sien, pardon, et qu'il faut nécessairement revenir à un dialogue raisonnable et surtout rétablir les conditions de la paix. Je pense que l'opinion publique est bien consciente qu'on est rentré dans une surenchère, une course à l'armement et une course à la poursuite de la guerre qui est largement entretenue et alimentée par l'OTAN, et que ça place aussi bien la France que l'Europe que le monde dans une situation de grand danger. Je crois que l'opinion publique se souvient des guerres qui ont été provoquées en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Syrie, en Libye et surtout en Irak, et du faux prétexte des armes de destruction massive qui a été mis en avant pour déclencher une guerre et causer la mort d'1 400 000 personnes. Vous pensez qu'avec l'Ukraine, c'est cette histoire qui se répète, c'est-à-dire une guerre qui n'a pas été commencée pour les bonnes raisons? Je pense que cette guerre a largement été préparée, arrangée et voulue en vue d'utiliser le peuple ukrainien, et je le regrette profondément puisqu'on parle de centaines de milliers de tués de part et d'autre, et que c'est dramatique, mais que cette guerre a été utilisée, je dirais, à des fins stratégiques et géopolitiques, notamment pour affaiblir l'Europe à travers un régime des sanctions. Vous avez quand même un train de plus de 12 000 sanctions qui ont été décidées depuis longtemps déjà, et rien que cela montre que ça a été largement préparé et arrangé à l'avance. Je ne parle pas des déclarations récentes des anciens chefs d'État allemands et français qui ont montré qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'appliquer les accords de Minsk et que tout était fait pour laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer. On reviendra aux décrets qui ont été passés par Zelensky dès mars 2021 pour reconquérir militairement le sud de l'Ukraine, y compris la Crimée. Je ne parle pas de toutes les déclarations bellicistes qui ont été faites, notamment par un des anciens conseillers de Zelensky, Arestovitch, à qui on demandait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour son pays, c'est la guerre. Tout le monde voulait cette guerre. C'était prévu depuis très longtemps déjà, et on en subit tous les conséquences. Malheureusement, je crois que la France doit subir aussi le prix de ces sanctions qui affectent le bien-être, qui affectent l'exploitation, qui affectent la prospérité de chaque Français, qu'il soit artisan, qu'il soit ouvrier, que ce soit les petites et moyennes entreprises. Tout le monde en souffre, et je crois que les Français sont conscients maintenant des vraies causes de ce conflit, de ce qui les a provoqués.
Les Français sont aussi conscients des dangers de la surenchère, je vous en parlais. Les vérités finissent toujours par éclater et la raison finit par revenir en ce qui concerne notamment les promesses qui ont été, les fausses promesses qui ont été faites à la Russie de ne pas élargir l'OTAN à l'Est. Les Français se rendent compte aussi que les grands gagnants de cette guerre sont les Américains, malheureusement, et que les Américains ont tout intérêt à ce que cette guerre ne s'arrête pas. Les Français sont aussi conscients qu'il y a une certaine tradition américaine hégémonique. Ils ont 800 bases militaires dans le monde et que les Américains ne manqueront pas de laisser tomber leurs alliés lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Il y a eu quelques exemples par le passé. Il y a eu plein d'exemples. Il y a eu plein d'exemples par le passé. Je faisais ce rappel historique parce qu'il est toujours bon de revenir à l'histoire. Vous savez que mon grand-père disait que la véritable école de commandement, c'est la culture générale, qu'au fond des victoires d'Alexandre le Grand, trouvait toujours Aristote. Bien évidemment, la connaissance de l'histoire est essentielle lorsqu'on parle de géopolitique, lorsqu'on parle de conflits. C'est aussi la compréhension des peuples. Si on comprend les peuples adverses, on comprend quelles sont leurs aspirations et donc les moyens de résoudre le conflit. Le conflit actuel implique nécessairement une récompréhension, un réexamen de la situation et une compréhension de ce que c'est que l'âme russe, de ce que c'est que la Russie. Et je pense que c'est une grave erreur de regarder les Russes et la Russie avec des yeux d'occidentaux, surtout que ce regard est complètement, je dirais, manipulé. Depuis des décennies, vous avez des programmes américains comment dire, qui impliquent, je dirais, et imposent les films américains et la culture américaine dans nos cultures respectives en Europe. Le plan Marshall, qui prévoyait évidemment une aide financière et des prêts importants pour la reconstruction de l'Europe et de la France, ont imposé que sur 10 films, il y ait au moins 6 films américains. Évidemment, dans ces films américains, le russe est le méchant, systématiquement. Ça s'est un petit peu arrangé avec la perestroïka. Il est devenu plus gentil, mais il est devenu pas très moderne, il est devenu un peu lourd, un peu arriéré. Maintenant, pour vous montrer la manipulation auquel nous faisons l'objet, maintenant c'est la Chine qui devient le méchant. Mais il faut aussi comprendre que dans ce conflit, il y a des grands basculements qui sont en train de se produire, basculements qui ont été prévus et anticipés notamment par les Russes, puisqu'il y a un grand espace de projet, un grand espace économique, un grand espace financier et un grand espace, je dirais, diplomatique aussi, qui s'est construit, qui se renforce et qui se développe considérablement, c'est l'Eurasie. Il y a également des pays qui sont devenus dominants en étant émergents au départ, qui sont les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Cela devient un espace une zone en fait de coopération, d'entente et de développement, une alliance de plus de 40 pays. Tous ces pays veulent se développer de façon indépendante du modèle anglo-saxon américain. Ils veulent même créer des monnaies alternatives au dollar, puisque ces pays se sont rendus compte que le dollar était devenu une monnaie de sanction. Et que si vous ne suivez pas la politique américaine, on bloque les systèmes de paiement, de règlement livraison en dollars, et donc on vous tient prisonnier. C'est donc une grande dynamique, et je ne souhaite pas, je ne veux pas que la France soit exclue de ce développement. Je vais vous donner un exemple. En venant ici en Russie et en prenant l'avion pour aller de Moscou à Volgograd. Volgograd est une cité provinciale. Tout a été traduit en chinois. Tous les panneaux d'affichage, des vols, de publicité, de direction sont systématiquement traduits en chinois. Ça montre à quel point la Russie s'est adaptée, la Russie s'adapte, et aussi en filigrane à quel point la Russie est devenue moderne et saura, évidemment, elle l'a déjà fait, se réorienter pour être un des arbitres de ce nouveau monde et un des arbitres des grands changements qui sont en train de se poser. La Russie devient véritablement un pont entre l'Europe et l'Asie. Vous parlez de nouveau monde, de bouleversement géopolitique, mais quelles conséquences pour l'Europe et pour la France? La France a une capacité technologique, industrielle et d'innovation très grande, considérable.
Le stade de Volgograd a été réalisé grâce à une technologie française qui lui permet d'avoir un toit, je dirais, bon, magnifique bien sûr, mais c'est une structure d'architecture très particulière. La France a son rôle à jouer, mais encore une fois, il faut qu'elle se démarque, qu'elle ait le courage d'avoir cette voix libre, forte et indépendante, et qu'elle retrouve cette indépendance qu'a construite mon grand-père à travers l'affirmation de sa position stratégique et la force nucléaire de frappe. C'est la sortie du commandement intégré de l'OTAN en 1966, mais c'est aussi l'affirmation et l'établissement du nucléaire civil qui en a fait son indépendance énergétique au niveau de l'électricité, peut-être pas au niveau pétrolier, mais au niveau de l'électricité. Il y a eu des politiques de déconstruction systématique de ces programmes, malheureusement sous l'influence européenne. Il a fallu que la France récemment bataille pour que le programme nucléaire français puisse continuer à obtenir des subventions de la part de l'Europe. Les Allemands, malheureusement, ont remplacé, je dirais, une dépendance par une autre. Et je ne voudrais pas que la France soit de nouveau sous une dépendance différente, qui est celle du gaz naturel liquéfié et du gaz de schiste américain, qui prive son industrie d'un avantage compétitif et d'un avantage en termes industriels, parce que les États-Unis vendent leur gaz 4 et 7 fois plus cher qu'ils le font dans leur propre pays. Toutes les directives européennes en ce qui concerne les énergies renouvelables n'ont pas leur symétrie aux États-Unis, et il faut se battre pour que les véhicules européens qui sont importés aux États-Unis puissent bénéficier de subventions et d'avantages fiscaux. Et je rappelle que Mme von der Leyen s'est fait remettre à sa place lorsque le président Biden lui a dit « Mais oui, ces véhicules peuvent avoir évidemment des subventions à condition qu'ils ne soient pas produits par des terres rares. Donc les métaux rares qui forment leurs composants, dont les batteries, à condition que ce ne soient pas des composants chinois. Sauf que, évidemment, 98% de ces composants sont chinois, donc d'ores et déjà, la route est barrée pour les véhicules européens aux États-Unis. Et dans ce nouveau monde, dans ces bouleversements géopolitiques, le continent africain risque d'avoir une place prépondérante. Vous parlez de terres rares. Ce continent est riche en minerais et en matières premières de toutes sortes. Quelle place l'Afrique aura demain dans ce monde global? Et plus particulièrement, aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est un petit peu au centre des convoitises entre la France, qui veut garder une certaine emprise sur ce continent, et la Russie, dont la France l'accuse de vouloir justement s'ingérer dans les affaires locales et tirer profit des ressources de ce continent. Mon grand-père avait établi non pas une emprise, mais une coopération et une relation de confiance et d'estime avec des pays africains francophones, pays qui ont participé au combat de la France pendant la Première Guerre mondiale et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que c'est grâce au serment de Koufra et aux victoires à Khartoum et El Alamein que l'Empire français et la France libre a reconquis en fait la victoire en 1943. Les forces françaises libres étaient riches de près de 700 000 hommes fin 1943 et 1 500 000 fin 1944. C'est donc grâce à l'ancien empire colonial que la France a pu, je dirais, entreprendre sa reconquête. Elle a fait de façon libre et indépendante et elle a dû aussi se démarquer dès l'époque de la tutelle américaine qui pensait qu'on était incapable d'administrer notre pays et avait même prévu une monnaie alternative avec le drapeau français d'un côté et l'effigie du Trésor américain de l'autre, mais sans aucune garantie, sans aucune signature. Mon grand-père avait donc établi des liens durables et profonds et de respect avec ces pays africains dont la France a bénéficié pendant de très longues années, mais sans aucune arrogance. Après, malheureusement, la distance s'est prise. Je crois que les gouvernements successifs n'ont pas regardé le continent africain, les pays africains, les peuples d'Afrique, avec un regard véritablement de
de coopération d'égal à égal en reconnaissant leur culture, leur identité, sinon leur souveraineté. Maintenant, ces pays veulent s'affranchir des anciennes colonies. Vous me direz, on en est loin. Je crois que l'avantage des Français de s'être toujours mélangés aux populations africaines, il y a eu des mariages, des alliances, une grande continuité, si vous voulez, de relations et de travail. Le continent africain offre un potentiel de développement considérable. Je crois que les Chinois et les Russes l'ont bien compris. Les Américains aussi, mais qui n'ont jamais vraiment réussi, sauf à exporter leur endettement et à accroître leur dépendance en donnant des prêts par l'intermédiaire du FMI et de la Banque mondiale qui rendaient les pays africains prisonniers. Je crois qu'il y a toujours une place, évidemment grande, de par l'histoire française, de par l'histoire de la coopération qu'il a eue, l'entente, le dialogue et l'estime avec ces pays africains. Je pense que la France peut tout à fait retrouver la place qu'elle avait auprès d'autres partenaires. Les Russes ne veulent pas, je dirais, conquérir ou prendre possession de l'Afrique. Ils mentionnent un partenariat possible avec des partenaires historiques importants, ayant tous leurs avantages, je dirais, politiques et aussi économiques, comme la France. Et on peut tout à fait concevoir des relations tripartites maintenant dans certains pays qui sont libres de choisir leurs partenaires, qui sont libres de choisir ceux qui leur offrent les meilleures garanties de débouchés, leurs meilleures garanties de développement et aussi leur sécurité. Il y a aussi une islamisation grandissante dans ces pays, malheureusement, qui n'ont pas toujours la capacité de pouvoir se défendre. Et je crois qu'il faut asseoir un nouvel équilibre. Et que cet équilibre n'est pas forcément bipartite, mais peut être tripartite. Et la France a toujours sa place. Multipartite. Voire multipartite par définition. On faisait référence au monde multipolaire, évidemment. C'est la multipolarité dont je parle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur de Gaulle. La mise en garde de Pierre de Gaulle soulève une question essentielle. Quelles sont les conséquences pour l'Occident d'une posture agressive envers la Russie ? En s'attaquant à Moscou sur tous les fronts, les pays occidentaux prennent des risques considérables qui pourraient à long terme se retourner contre eux. Sur le plan géopolitique, l'hostilité occidentale envers la Russie a déjà conduit à un renforcement du bloc multipolaire. En cherchant à isoler Moscou, l'Occident a en réalité poussé la Russie à se rapprocher de puissances émergentes comme la Chine, l'Inde ou encore l'Iran. L'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS prennent de plus en plus d'importance, proposant une alternative aux institutions dominées par l'Occident. À terme, cette dynamique affaiblit l'influence occidentale et remet en cause la suprématie des États-Unis et de l'Europe sur la scène internationale. D'un point de vue économique, les sanctions contre la Russie, censées asphyxier son économie, se sont révélées être une arme à double tranchant. L'Europe, en particulier, en subit les effets avec la flambée des prix de l'énergie, la désindustrialisation et l'effondrement de la compétitivité de ses entreprises. Pendant que la Russie diversifie ses partenaires commerciaux et développe des circuits alternatifs, les économies européennes souffrent d'un manque de gaz bon marché, ce qui fragilise des secteurs entiers comme l'industrie manufacturière et l'agriculture. Sur le plan monétaire, l'hostilité occidentale a accéléré le processus de dédollarisation. En coupant la Russie du système SWIFT et en gelant ses avoirs à l'étranger, les États-Unis et l'Europe ont déclenché une perte de confiance mondiale envers le dollar et l'euro. Désormais, de nombreux pays cherchent à commercer en monnaie locale, affaiblissant la domination monétaire occidentale. L'émergence de nouvelles alternatives financières comme le système de paiement russo-chinois ou la volonté des BRICS de créer une monnaie commune menace directement l'hégémonie occidentale sur les flux financiers internationaux. D'un point de vue militaire, l'Occident s'épuise dans une guerre d'usure. Le soutien inconditionnel à l'Ukraine a conduit les États-Unis et l'Europe à puiser massivement dans leurs stocks d'armement. Résultat, les arsenaux occidentaux sont en tension, les capacités de production peinent à suivre, et le risque d'affaiblissement stratégique est réel. Pendant ce temps, la Russie adapte son industrie militaire, multiplie les alliances stratégiques et renforce sa résilience face aux sanctions. Sur le plan diplomatique, l'Occident perd en crédibilité. De plus en plus de pays du Sud global refusent de suivre les injonctions occidentales contre la Russie. L'Afrique, l'Amérique latine et même certains alliés traditionnels comme la Turquie ou l'Arabie saoudite adoptent une posture plus neutre, voire favorable à Moscou.
L'obsession occidentale pour l'affrontement avec la Russie nuit à son image et renforce la perception d'un Occident donneur de leçons mais incapable de respecter ses propres principes en matière de souveraineté et de dialogue. Enfin, sur le plan interne, les tensions avec la Russie ont exacerbé des divisions au sein même des sociétés occidentales. Le coût de la crise énergétique, l'explosion des dépenses militaires et l'inflation galopante ont alimenté des mouvements de contestation dans plusieurs pays. De la France aux États-Unis en passant par l'Allemagne, une partie croissante de la population remet en cause les politiques de confrontation menées par leur gouvernement et réclame une approche plus pragmatique. En conclusion, s'attaquer à la Russie ne revient pas seulement à affaiblir un adversaire désigné, c'est aussi prendre le risque de s'affaiblir soi-même. L'Occident s'isole progressivement du reste du monde en persistant dans une logique de confrontation plutôt que de coopération. La question est donc la suivante, jusqu'où les dirigeants occidentaux sont-ils prêts à aller avant de comprendre qu'un nouvel équilibre mondial est en train d'émerger, et qu'il serait dans leur intérêt d'y prendre part plutôt que de s'y opposer. Chers abonnés, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.